BeAlive en partenariat avec l'événement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de BeAlive, émission consacrée à la renaissance du secteur de l'événementiel. Alors 2 mois après la sortie du confinement, est-ce que l'industrie du live est en train de repartir? Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Dans quelle mesure est-ce que tout cela va changer les relations entre les agences et les annonceurs? Comment, dans ce contexte, redonner envie aux marques de réinvestir le terrain de l'événementiel? Voilà le programme de cette émission. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, sur ce plateau, je souhaite accueillir Valérie Potin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste justement de la stratégie des marques. Et Johan Delerat, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Johan, vous êtes de la rédaction de Bismart et vous suivez pour nous un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain de l'événementiel. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a eu un décret du gouvernement qui marque une nouvelle étape dans le déconfinement. Alors, est-ce que c'est d'abord une bonne nouvelle pour la filière événementielle? Est-ce que ça s'améliore un peu? Oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Ce décret a été pris le 21 juin. Il permet la réouverture des cinémas, des salles de spectacle et de jeux, ou encore des centres de vacances. Tout ça est possible depuis le 22 juin. Les activités sportives et de loisirs, elles aussi, sont de nouveau autorisées. La deuxième phase de réouverture entre en vigueur ce week-end. Elle concerne les stades et les hippodromes, qui pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes. Enfin, si l'épidémie ne reprend pas d'ici là, les discothèques et les établissements accueillant des expositions, des salons ou des foires pourront rouvrir leurs portes à la rentrée. Alors justement, j'imagine que derrière, il y a un protocole sanitaire quand même. Oui, exactement. L'événement et 6 autres organisations professionnelles ont mis au point un référentiel sanitaire. Objectif, réinstaurer un climat de confiance en protégeant tous les publics. Un protocole validé par le gouvernement. Il regroupe toutes les mesures nécessaires pour permettre une reprise d'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Outre l'application des gestes barrières et le port du masque, le texte préconise, à titre d'exemple, de limiter les capacités d'accueil d'un événement, d'installer des barrières physiques ou des marquages au sol pour favoriser la distanciation sociale. Enfin, de prévoir du matériel sanitaire en quantité suffisante, à savoir du savon, du gel hydroalcoolique ou des gants. Et avec tout ça, est-ce qu'on assiste enfin à une reprise des événements, Yoann? Oui, ça reprend lentement, mais sûrement. Exemple avec le sommet 2020 des Napoléons. Il se tiendra le 16 juillet à Roland-Garros. Le 29 juillet, BPI France lancera son Big Tour, une tournée nationale jusqu'au 19 septembre. Du côté du MEDEF, son événement de la rentrée, l'AREF, se tiendra les 26 et 27 août à l'hippodrome de Longchamp. Il y aura aussi du sport cet été. En football, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue se joueront au Stade de France, respectivement les 24 et 31 juillet. Autre événement majeur enfin, le Tour de France cycliste. Il partira de Nice le 29 août pour une arrivée à Paris le 20 septembre. Et cette dynamique de reprise, est-ce qu'elle suffit à rassurer les acteurs de la filière, Johan? Non, pas vraiment, selon une enquête menée par l'événement auprès de 30 agences du secteur. Entre le 1er septembre et le 31 décembre, elles prévoient une perte considérable de leur chiffre d'affaires, moins 57% en moyenne par rapport à 2019 sur la même période. 73% de ces entreprises craignent même de devoir instaurer un plan social. 20% des effectifs seraient alors menacés. Mais il y a aussi un petit peu du positif. 59% des entreprises avouent avoir reçu au moins un appel d'offres ou une consultation au cours des 15 derniers jours. Merci Johan. Alors Valérie Potin, vous qui êtes spécialiste de la stratégie des marques justement, on le voit, l'ambiance n'est pas quand même à la fête en ce moment et pour autant l'événementiel, c'est un vrai axe stratégique pour la communication d'une marque? Oui, c'est un vrai axe stratégique parce que, et d'autant plus en ce moment, on sort d'une période de confinement dans laquelle on a été tous privés finalement de relations avec les autres. Ouais. Et les marques, comme les personnes physiques finalement, les personnes morales aussi que sont les marques, elles ont besoin de rétablir un contact avec leur public, avec leurs consommateurs. Tout simplement pour les remettre au contact de leurs produits, de leurs services, pour leur transmettre un message. Rien ne vaut la vraie relation finalement pour transmettre quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est un outil qui est central dans les stratégies ou qui devrait l'être. Il ne l'est pas toujours. Après, il est à des degrés assez divers parce que toutes les entreprises n'évoluent pas sur les mêmes marchés, n'ont pas toutes les mêmes besoins. En tout cas, ce qu'on peut dire globalement, c'est que dès lors qu'il y a une nécessité de rencontrer, vraiment d'établir une relation de confiance, de regagner la confiance, de rassurer finalement son public. Oui, l'événementiel et la rencontre, elle redevient indispensable. C'est pas juste un truc joli, un one-shot qu'on fait une fois pour épater ses clients, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, alors on peut, l'événement comme one-shot, c'est un vrai outil, c'est un outil tactique qui va permettre de faire émerger, ça permet la fulgurance un petit peu d'une marque. Donc quand on n'est pas connu par exemple, voilà, on tape un grand coup de poing sur la table et là du coup tout le monde s'arrête
et vous regarde. En revanche, ça n'est pas que ça. C'est vrai qu'on peut faire de l'image, on peut faire du test, on peut finalement presque tout faire avec un événement. Et après, dès lors qu'on décide de faire, par exemple, un one-shot qui se répète régulièrement, là, on n'est plus tout à fait dans le one-shot, on est dans ce qu'on appelle une stratégie événementielle. Et c'est aussi pertinent pour les marques. Et on peut mesurer l'impact en termes de ROI, c'est quantifiable vraiment on peut mesurer. En fait, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on peut mesurer, c'est est-ce qu'on veut mesurer. Moi, de ce que j'observe, c'est un petit peu ça. Les outils, ils existent. Aujourd'hui, on peut même dire que depuis des années, finalement, les organisateurs, alors ils ont développé ce qu'on va appeler des petits outils maison, les petits sondages qu'on fait à la sortie de l'événement, qui, pour être tout à fait honnête, ne sont pas toujours très pertinents, parce que quand vous demandez à la sortie d'un événement à quelqu'un comment ça s'est passé, sauf incident dramatique, on vous dira toujours c'est bien, c'était sympa. Donc tout le monde est content. En revanche, il y a d'autres outils qui ont été développés, cette fois-ci à l'initiative d'ailleurs des institutions de l'événement, avant eux de l'ANAE et d'autres, qui ont été développés avec des instituts d'études, Nielsen, occurrence auparavant, qui mesurent l'impact des événements. Parce que l'événement, comme n'importe quel autre média, il se mesure dès lors qu'on au préalable, on lui fixe des objectifs clairs, qu'on traduit ces objectifs en indices de performance, et ensuite, il suffit de les mesurer. Le problème, c'est que ces études, elles coûtent un petit peu d'argent, c'est sûr, et souvent, j'ai l'impression, en tout cas, que lorsque les organisateurs proposent à leurs clients d'ajouter cette petite brique qui est payante quand même, qui peut être de 5 000, 10 000, 15 000 euros, il y a toujours un petit refus et on se replie vers le non, mais on a nos outils maison qui, comme je vous le disais, sont toujours discutables. Alors, je comprends bien l'intérêt de faire de l'événementiel, mais du coup, comment est-ce qu'on va, dans le contexte sanitaire actuel, avec le protocole que vient de nous décrire Johan, redonner envie aux marques d'aller sur ce terrain-là ? Alors, elles ont de toute façon l'envie. On l'a vu parce que, une fois de plus, dès lors qu'on s'est déconfiné, on sent qu'il y a un instinct. Finalement, on a besoin de se réunir. Donc, l'instinct de meute qui ressort. Exactement, c'est l'instinct grégaire. Les marques, tout le monde l'a. Donc ça, il n'y a pas d'angoisse là-dessus. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir rassurer. Vous évoquiez tout à l'heure le référentiel sanitaire. Ce sont tous ces outils-là, tous ces dispositifs qu'il va falloir mettre en place, dont il va falloir prouver et éprouver un peu l'efficacité. Et à partir de là, dès lors qu'on aura rassuré les marques, parce que les marques n'aiment pas trop prendre de risques quand même, quoi qu'on en dise. Donc dès lors qu'elles seront rassurées, elles sont elles-mêmes convaincues de l'intérêt de l'événement, je pense. Donc elles reviendront naturellement sur cet univers. Le seul frein qu'on peut encore trouver aujourd'hui, les deux seuls freins, c'est donc ce frein psychologique, j'ai peur. Voilà. Et puis l'autre frein, c'est le frein économique. C'est vrai que pour le moment, on va dire, on est un petit peu dans une situation en trompe-l'œil où jusqu'à la fin de l'année, on n'aura pas d'annonce dramatique parce qu'il y a des systèmes d'aide qui font que les agences, comme tout un tas d'autres entreprises, sont soutenues. Donc c'est peut-être plus sur 2021 qu'il va y avoir des annonces un petit peu douloureuses. Mais bon, il y a quand même aujourd'hui déjà un certain nombre d'annonceurs qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en tout cas, ont décidé, comme c'est souvent le cas en cas de crise, de figer les budgets, de les supprimer, voire, ou de les réduire. Mais c'est un peu dangereux pour le coup. Parce que si on coupe tous ces budgets à un moment, on disparaît aussi. C'est très dangereux, mais c'est ça qui est assez incroyable et qu'on a pu observer cette année. C'est que on a revu, comme à chaque fois qu'on a une grosse crise, ce réflexe qui dépasse celui de l'événementiel, de la communication, où on fige absolument tous ces budgets. Or, on a aujourd'hui tout un tas d'études de 2008 et même d'avant, de toutes les grandes crises, qui prouvent de manière assez indiscutable que ralentir ou voire supprimer sa communication, c'est un vrai risque. Parce qu'en communication, ça c'est une règle qu'on apprend très tôt dans cet univers, c'est que tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc si vous vous taisez, on ne sait pas que vous êtes là. Merci beaucoup Valérie Potin. Je rappelle que c'est journaliste spécialiste de la stratégie de marque. Et je suis maintenant en compagnie de Thomas Deloubrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence Double 2 et Thomas Rodier, bonjour. Bonjour. Vous êtes Event and Sponsorship Manager de Nissan Europe. Punaise, j'ai réussi. Et vous, chez Nissan, justement, vous avez dû faire face à l'annulation de grands événements sur lesquels la marque Nissan était engagée pendant toute cette période de confinement. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Déjà, on l'a géré pendant le confinement, parce qu'on a rapidement été mis en home office et on a dû faire face à tous les événements qui sont souvent planifiés sur le mois de juin, à gérer toutes les annulations d'hôtels, de lieux. C'était quoi comme type d'événement ?
Alors, on avait un qui est plutôt connu, qui est l'UEFA Champions League, et la finale qui était organisée à Istanbul. Donc ça, c'était un très très gros morceau chez nous sur lequel on est encore en train de travailler, puisqu'elle a été reprogrammée dans la même ville l'année d'après. Et également un gros événement avec 4000 concessionnaires à la scène musicale, qui était prévu sur mai. Et comment on fait quand ça s'annule du jour au lendemain ? Eh bien, on appelle les agences, on appelle les lieux, et puis... Alors, c'est pas vraiment une annulation, on est resté dans une posture un peu d'attente pendant un long moment pour savoir ce qui allait se passer. À partir du moment où le confinement a été décidé, c'est devenu un peu plus clair. Et puis après, on essaie de limiter la casse côté annonceur et puis côté agence évidemment aussi, puisque voilà, il y avait des gens qui étaient mobilisés pour livrer des choses 3 semaines après. Donc on a fait de notre mieux pour que chacun s'y retrouve, quoi. Thomas Deloubrière, justement, est-ce que tous les donneurs d'ordre se comportent de la même façon, c'est-à-dire font attention aux agences, qu'elles n'y perdent pas trop, aux fournisseurs également ? Bon, globalement, je pense qu'on peut dire que oui. Ça, c'est, de ce point de vue, il y a une éthique chez les annonceurs et les grandes marques en général, où chacun a adopté un comportement assez exemplaire. Il y a toujours quelques petites exceptions, mais je crois que dans cette période de sidération et de cataclysme à laquelle on a fait face dès le mois de mars, les services de Bercy ont été extrêmement réactifs, c'est vrai. notamment en nommant un médiateur social qui nous était dédié et auquel on pouvait faire appel autant qu'on voulait. Alors dans notre cas, on n'a pas eu vraiment besoin de le faire. Je sais que certains ont eu besoin de le faire et ça a été assez décisif quand même pour éviter les mauvaises pratiques et respecter les engagements qui devaient être tenus. Quand vous voyez la situation aujourd'hui, est-ce que ça freine vos envies chez Nissan d'aller sur le terrain événementiel de nouveau ? Alors pas du tout, bien au contraire, puisque nous on n'a pas eu notre dose d'adrénaline pour ce qui se passe normalement avant l'été. Donc on est d'ores et déjà en train de travailler sur les nouveaux événements, puisque nous il est difficile de pouvoir lancer un véhicule sans le montrer physiquement, sans pouvoir l'essayer. Et puis dans le cadre du sponsoring, de toute façon, c'est aussi une volonté de faire rayonner la marque dans le cadre de la compétition de l'UEFA Champions League. Et donc, on est en train de travailler sur des plans A, puis des plans B. Donc, le plan A, c'est tout va bien, on fait comme d'habitude. Et puis, le plan B, cette fois, il est anticipé. C'est un événement sur lequel il y a éventuellement les gestes barrières ou même personne. Et dans ce cas-là, on l'adapte de manière... Comme ce qui est en train de se passer, on voit beaucoup d'événements aujourd'hui qui sont digitalisés ou virtualisés. Donc on a un plan A, un plan B et on se prépare, on va dire, au meilleur qui puisse se passer dans le contexte actuel. Thomas Deloubrière, c'est quelque chose qui en agence se retrouve, ça, de travailler sur 2 scénarios en même temps pour les événements à venir ? Oui, c'est plus que jamais d'actualité, mais c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'on a toujours eu... un certain nombre de risques à appréhender et à manager, c'est propre au métier qu'on fait. Aujourd'hui, s'ajoute un risque supplémentaire qu'est le risque sanitaire. Mais on a vécu ces 5 dernières années la pression du risque sécuritaire, qu'il ne faut pas oublier, qui a été aussi un moment très très dur et très impactant pour nos métiers. La filière s'est adaptée. Aujourd'hui, on doit s'adapter à un nouveau risque, qui est le risque sanitaire. Je ne suis pas très inquiet sur notre capacité globalement, que ce soit annonceur, agence et tous les acteurs de cette filière, à pouvoir s'adapter à ça. On s'adapte au risque météo comme on s'adapte au risque sécuritaire, comme demain on va devoir s'adapter au risque sanitaire. Thomas Rodier, vous êtes d'accord là-dessus ? Tout à fait. On a fait face, quand on a fait COP21 en France, on a fait face à une vague d'attentats juste avant. Ouais, c'est vrai. Et ça a eu un énorme impact sur ce qu'on était en train d'organiser, parce qu'on était au cœur de Paris avec tout l'état d'urgence qui s'est mis en place. On s'est adapté, on a livré un truc super. Donc on sait faire. Je crois que là-dessus, avec les agences, on trouve toujours des solutions. Oui, mais je me dis multiplication des risques égale multiplication des coûts, Thomas. Égale multiplication de l'émergence aussi. C'est-à-dire on est sur... la notion de risque a toujours été collée à la notion d'organisation d'événements. Et cette notion de risque est souvent la conséquence
ou la base de l'émergence. C'est pas d'émergence si on n'est pas capable d'appréhender ou de prendre un certain nombre de risques. On est sur la chaîne des audacieux. Les annonceurs qui ont obtenu les meilleurs résultats sont souvent ceux qui ont été les plus audacieux. Donc, on ne peut pas le faire n'importe comment, c'est certain. Il y a des techniques pour ça, il y a des mécanismes, il y a des experts pour ça, pour limiter au maximum le risque. Mais c'est inhérent à la notion de résonance et d'émergence. Ouais, la différence quand même avec le risque sécuritaire, je me dis, c'est quand même que ce risque sanitaire-là, il est beaucoup plus diffus et quelque part, quand du jour au lendemain, on se retrouve confiné, là, il n'y a rien qu'on puisse faire, quoi. Donc, il y a quand même un degré de plus, j'ai l'impression, dans ce que vous, des deux côtés de la barrière, vous devez appréhender, en fait. Voilà, à partir du moment où il y a un confinement, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. On attend que ça passe. Mais là, dans ce qu'on anticipe, on va appliquer les gestes barrières et tout ce qui va avec, et ça ne va pas nous empêcher de faire aussi bien que ce qu'on faisait avant. Je pense que ça va même peut-être nous amener à faire mieux, parce qu'on va pouvoir livrer des expériences plus individualisées, avec des plus petits groupes. Tous ces événements où on avait 3 voitures et puis 400 journalistes autour, ça va nous permettre de les faire venir en petits groupes et d'être beaucoup plus efficaces dans ce qu'on a à raconter, et de les convaincre que, voilà, d'avoir une meilleure expérience, en fait. Tout à fait, plus impactante, plus forte, ouais. Thomas Deloubrière, on va vers plus d'individualisation. Je pense qu'il y a il y a une période où on est nécessairement obligé de s'adapter à la période et à ce fameux risque sanitaire qui va certainement aller vers plus d'hybridation encore que par le passé, c'est-à-dire entre le digital et le live ou les événements physiques. Mais tout ça est un passage. Enfin, j'ose espérer que c'est un passage. Je ne peux pas croire une seconde que ça s'installe durablement dans le paysage. On s'adapte. Il y a des éléments de contexte qui font qu'il faut être un peu fataliste, compte tenu du métier qu'on fait. On ne peut pas se battre contre ça. C'est une fatalité. Il faut être résigné, s'adapter, faire le dos rond. Évidemment, peut-être réfléchir et innover avec des nouveaux formats auxquels on avait peut-être pensé avant, mais pas forcément réussir à convaincre nos clients de s'y aventurer. Là, ça va être le cas. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre aujourd'hui qui est assez phénoménal. Est-ce que ça peut resserrer vos liens avec les annonceurs en tant qu'agence ? Parce que je me dis, c'est aussi une opportunité, et ceux qui seront là et qui auront envie de continuer à faire des événements, ça peut aussi vachement vous rapprocher. Ah ben nécessairement. Moi, je prône, enfin à l'agence, on prône la notion de co-construction. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a des échanges business entre une agence ou un opérateur et un annonceur, donc un client et un fournisseur, mais de plus en plus on va vers la co-construction ou la coproduction. Donc ce contexte va nous forcer encore plus dans l'appréhension de l'incertitude, à renforcer nos liens, à être de plus en plus dans la transparence, dans la confiance et dans la co-construction des dispositifs tous ensemble. Chez Nissan, vous avez justement, vous le disiez tout à l'heure, fait attention à ce que toute la chaîne des gens qui étaient engagés avec vous ne souffrent pas trop. Du coup, qu'est-ce que ça va changer dans vos relations futures ? J'ai envie de dire qu'elles sont encore plus resserrées et qu'on se prépare tous ensemble, au meilleur comme au pire, en fonction de comment va évoluer la situation. Mais voilà, on a vécu des mois un peu compliqués, chacun replié chez soi, mais on est resté quand même connectés, essayer de faire avancer les dossiers au mieux pour qu'il y ait le moins de destruction de valeur possible avec toutes les annulations auxquelles on a fait face, et puis aussi à tous les gens qui travaillent sur les événements, qu'il ne faut pas oublier, les free qui sont en bout de chaîne et qui, eux, évidemment, ont été énormément impactés. Ouais, les freelances sont sans doute ceux qui ont le plus souffert, effectivement. On voit que chez Nissan, ils sont visiblement très optimistes, en tout cas, ils ont très envie de refaire des événements. Valérie Potin nous disait quand même tout à l'heure qu'effectivement, c'est vrai, le premier budget qui tombe en cas de crise, c'est souvent le budget communication. Quels sont les retours, vous, à l'agence W2 que vous avez, par exemple ? Oui, c'est le budget communication, mais c'est le budget communication global. C'est pas forcément le budget communication événementiel. Donc, on a toujours
l'impression que ce sont d'abord les événements qui sont coupés. On n'observe pas forcément ça chez nos clients aujourd'hui. Toute l'industrie de la com souffre, incontestablement. Oui, on souffre peut-être un petit peu plus. On aura peut-être un effet rebond supérieur, nous aussi. Je pense que... Vous pensez qu'il va y avoir une genre d'effet de rattrapage, c'est-à-dire on va se venger là de tous les mois qu'on a passés à la maison ? Oui, je pense. Je pense, comme tout bon citoyen, dès que les bars ont été réouverts, on s'est tous précipités sur les terrasses. Donc on sent frémir là l'envie, en tout cas des marques matures qui ont une vraie stratégie événementielle, d'y retourner plus fort et plus grand. Et les gestes barrières, les protocoles sanitaires ne vont pas freiner l'adhésion à ce genre de choses ? On est encore en urgence sanitaire aujourd'hui qui doit être levée dans les heures ou dans les jours qui viennent. Tout ça peut être assez déterminant quand même sur la rentrée de septembre. À partir du moment où cette urgence sanitaire est levée, aura-t-on une deuxième vague, une troisième vague, un Covid-20, un Covid-21 ? C'est de la science-fiction aujourd'hui. Donc, c'est de la science-fiction. Scientifiquement, rien n'est véritablement anticipable de ce point de vue. On peut penser que ça restera un mauvais souvenir. Après, ça a quand même créé un précédent. Incontestablement, ça a créé un précédent, cette notion d'épidémie, de pandémie. Ça crée un précédent. Elle n'est pas assurable aujourd'hui, ce qui est un vrai sujet. Ouais. Il n'y a pas de couverture et de police d'assurance aujourd'hui qui couvre ce risque de pandémie. Mais tout ça est encore très frais. Donc il y a des compagnies qui y travaillent, il y a des courtiers qui y travaillent, il y a des groupes d'influence qui se constituent pour voir comment est-ce qu'on redessine l'avenir de ce point de vue, d'un point de vue juridique et assurantiel. On va s'adapter, tout le monde va s'adapter. C'est dans l'intérêt des marques, dans l'intérêt de la filière, dans l'intérêt de l'économie globalement. Merci beaucoup Thomas Deloubrière. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence Double 2 et Thomas Rodier, Event and Sponsorship Manager de Nissan Europe. Merci à tous les deux. Merci. Et nous sommes maintenant avec Muriel Blaillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'agence LDR et vous êtes la directrice du projet Alive dans les cadres des Event Meetings qui vont se tenir à Cannes les 1er et 2 septembre prochains. C'est quoi ce projet Alive ? Alors, c'est un projet d'une filière, mais également de différents partenaires, qui est composé de tous les métiers de l'événement. On a eu cette occasion, vous connaissez peut-être cet événement qui est Event Meeting, où c'est un événement où il y a 500 top décideurs qui se réunissent chaque année, logiquement en mars, mais évidemment, crise sanitaire oblige. La date a été modifiée, est arrivée donc au 1er et 2 septembre. On s'est dit, c'est l'occasion rêvée de montrer que ce secteur événementiel est un booster formidable pour la relance économique. Du coup, avec toutes ces associations, on a décidé de créer cet événement donc, qui aura lieu le 1er et 2 septembre. Et c'est un événement qui va durer avec 4 plateaux de 1 heure pour présenter en fait en quoi le secteur événementiel est évidemment l'un des plus fabuleux secteurs pour relancer l'économie. Alors on aura différents plateaux tels que le média événement est un accélérateur de lien social. Vous pourrez me poser la question pourquoi est accélérateur de lien social ? Au travers des festivals, de la culture, du tourisme. C'est assez évident. Ça paraît tout à fait évident. Mais aujourd'hui, sans ces événements-là, vous avez l'attractivité du territoire aussi qui est en moins. On pourra parler aussi des Jeux Olympiques, on pourra parler aussi du Festival d'Avignon, du Festival de Cannes, là où on va se retrouver. Mais c'est aussi un accélérateur d'engagement des marques. D'ailleurs, Valérie Potin en a parlé tout à l'heure, et les 2 autres intervenants avant moi également. C'est qu'aujourd'hui, une marque s'engage, mais s'engage en regardant son public, alors qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Là, l'idée, c'est effectivement de se dire comment, après le Covid, ou même pendant encore le Covid, pendant cette crise sanitaire, comment on va engager la marque ? Et bien là, ça va être l'occasion effectivement de montrer une fois de plus que le média événement, c'est quelque chose qui va nous permettre encore une fois d'accélérer cet engagement. On a aussi le média événement, pour nous, c'est un accélérateur de tout ce qui est relations durables, mais aussi de relations business. Alors là, on est sur des événements tels que des événements de salon. On va parler de maisons et objets, par exemple. C'est un maison et objets. Non, mais c'est sûr que la palette est très, très large. Voilà. Moi, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur le naming, parce qu'en général, le choix des mots en dit beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai que Alive, c'est quand même très fort. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez craint pour la pérennité de la filière. Vous avez dit, on ne va pas se relever de ce truc-là ou... Alors,
On ne craint jamais parce que, comme le disait Thomas, on a toujours su se réinventer. Vous êtes une industrie très créative, donc voilà. Il y a toujours des façons de contourner le problème chez vous, en règle générale. On contourne, mais on sait que le fait de se rencontrer est juste indispensable. Nous, le but de cet événement, c'est de montrer aussi un mix de figital, c'est-à-dire qu'on va faire aussi bien du digital que du présentiel. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement ces 500 top acheteurs, mais on aura aussi l'occasion de écouter, de voir, d'entendre tous ces plateaux sur évidemment du digital sur le site de E-Live. Pourquoi E-Live ? Parce que on le sait depuis des décennies, on ne va pas revenir parler de l'histoire, mais sans cette relation, sans ce contact, sans ces réunions, en finale, on ne se connaît pas. On va aussi parler d'innovation. Il y avait une étude là, américaine qui est absolument fabuleuse, où en fait on remarque qu'aujourd'hui, on n'innove pas. Pourquoi ? Parce qu'avec du télétravail à outrance, avec le fait d'être confiné, en fait, on voit bien qu'une idée... Il n'y a pas d'émulation. Et voilà, il n'y a pas d'émulation et on se retrouve en fait avec cette problématique où moi j'ai une idée, mais elle n'est pas challengée, elle n'est pas partagée et est-ce qu'elle va fonctionner ? Oui, voilà, l'événementiel aujourd'hui, c'est de partager avec une marque, de mettre en avant les belles idées des marques et derrière qu'un public s'engage avec cette marque. Alors justement, ça va être l'occasion de montrer un peu toute la palette aussi, j'imagine, de ce qui est possible de faire. Oui, tout à fait. C'est de montrer en fait tous les événements et tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible aujourd'hui, on va dire à cette date du mois de juillet, ce qui sera possible en septembre. Alors, on n'a pas la science infuse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, c'est dire qu'il y a des solutions. Alors, on ne veut pas non plus être donneur de leçons et dire aux marques et dire aux annonceurs, puisque c'est essentiellement fait pour les institutionnels, pour les annonceurs. On ne va pas dire, nous, agence d'événements, on a la bonne solution, mais on va réfléchir avec vous aux bonnes solutions. C'était peut-être important aussi pour vous de montrer l'exemple, de dire, nous sommes les organisateurs, donc on fait nous aussi un événement pour montrer qu'on est là, que c'est possible encore aujourd'hui et demain. Tout à fait. Puis on pense que le 1er et 2 septembre, ça marque la rentrée. Ça marque cette relance économique et on pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Et donc, c'est vraiment de montrer aussi aux institutionnels, comme le disait Thomas, qui nous ont vraiment suivis depuis ces derniers temps, qu'on est là aussi pour aider cette relance économique. Qu'aujourd'hui, ces 320 000 emplois sont là. On a envie de travailler, on a envie d'aider la France, on a envie d'aider les secteurs économiques, les secteurs, les attractivités du territoire. Pour nous, c'est indispensable. Et puis, on a toute une communauté derrière, tous ces partenaires qui ont envie de démontrer, de montrer qu'on est là, qu'on est prêt et que, évidemment, on sera présent à chaque instant avec ces marques. Merci beaucoup, Muriel Blaillac. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'agence LDR et directrice du projet E-Live qui se tiendront donc les 1er et 2 septembre à Cannes. BioLive, c'est terminé pour ce mois-ci. Je crois qu'on se retrouvera justement au mois de septembre pour reparler de tout ça. Merci beaucoup et bon week-end à tous sur Bismart.